il faut trouver des réponses au changement climatique et arriver à construire un avenir durable pour un environnement meilleur. Nous sommes avec notre invitée de ce matin, Madame Jennifer Labarre, qui est communicologue, environnementaliste et que sais-je encore, femme aux 1000 casquettes. Bonjour et bienvenue. Bonjour beaucoup Madame Amina. Et si je devais encore vous présenter, qu'est-ce que j'ai manqué? Je dirais accompagnatrice des femmes rurales sur le terrain. Environnementaliste, vous l'avez dit, communicologue, c'est ce que j'aime le plus. Et à la base, je suis journaliste. Voilà. Ok. Et donc ça veut dire que le thème de cette année vous interpelle un peu plus et vous vous sentez beaucoup plus identifié par rapport à ce que vous faites au quotidien. Parlez-nous-en. Exactement. Nous parlons cette année du 8 mars sur le thème de l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique. Je vais aller tout droit dans le contexte pour dire aujourd'hui, les changements climatiques, c'est vraiment un défi énorme pour le 21e siècle. Ce n'est pas quelque chose qui sort du néant, mais c'est le quotidien, c'est ce que vivent les communautés locales, c'est ce que vivent les populations vulnérables, c'est ce que vivent les populations les plus pauvres dans le monde. Alors, on doit savoir une chose, qui est le rapport, par exemple, du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat au niveau mondial. Ces rapports révèlent que les populations les plus touchées dans le monde, c'est les populations les plus pauvres, les plus marginalisées. Alors, dans ces populations, on voit plus la personne de la femme. La femme est la plus touchée dans le monde dans ce qui concerne les changements climatiques. Je suis très ravie et très contente que cette année, on parle de l'autonomisation de la femme dans ce contexte parce que même les différents projets de développement, les différentes formations qui amènent la femme à l'autonomisation ne mettent pas vraiment la femme au centre, on ne les sent pas. Et s'il y a quelques projets ou quelques initiatives qui prennent la femme en considération, et la femme est au bas de l'échelle. Elle n'est pas dans le poste des prises de décision, ce qui fait que son apport est un peu plus moindre. Parce que, imaginez-vous, une femme qui est subalterne va imposer, sur base de ce qu'elle vit déjà, sur base de ce qu'elle connaît comme expérience, peut imposer ces différents principes ou ces différentes lois auprès de la hiérarchie, ce qui est carrément impossible. Nous devons le retenir et de savoir que même dans les milieux urbains, les femmes sont les plus touchées. On va remarquer que dans près de 1,3 milliard de personnes les plus pauvres dans le monde, 40% ou 70% sont des femmes, sont de femmes. Alors dans les milieux urbains, vous allez voir que la plupart des familles plus pauvres, 40% ont des femmes comme chefs des familles. Vous voyez un peu la proportion de la femme en termes de vulnérabilité. Alors le changement climatique vient comme un stress de plus. C'est ce que moi j'appelle un stress de plus. Qui impacte directement le quotidien de la femme. Exactement, qui impacte directement le quotidien de la femme. Et aussi, c'est au-delà des inégalités de droits, au-delà des inégalités d'accès à d'autres ressources. C'est une autre forme de combat. Exactement. C'est vraiment une autre forme de vulnérabilité que la femme fait face. Et que nous devons être conscients de ça pour aider la femme à aller de l'avant et à se prendre en charge. Pourquoi la femme est-elle vulnérable dans ces contextes de changement climatique? Parce qu'elle dépend des ressources naturelles les plus menacées. Tout à fait. Dans le milieu rural, par exemple, je prends un exemple typique des cas que nous avons vécu très souvent. Dans le milieu rural, les femmes ont difficile d'accès à la terre, ils ont du mal d'accès à l'eau potable. Une femme qui se réveille à 5 heures du matin, qui a 2 enfants entre 2 mois et 2 ans, par exemple 3 enfants, il a un enfant de 2 ans, un enfant d'1 année et un bébé, mais qui se réveille à 5 heures du matin pour faire 7 km pour avoir juste de l'eau potable. Bon, on va dire potable entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment de l'eau potable, juste l'accès à l'eau. Ça, c'est déjà une forme de discrimination dont les femmes vivent, que les femmes subissent tous les jours au quotidien dans leur milieu. Ça, c'est dans le milieu rural. Mais revenons dans le milieu urbain. C'est qui cette femme-là qui nous suit maintenant? C'est cette femme-là qui a accès à l'énergie. Et cette femme-là qui n'a pas accès à l'énergie maintenant, elle fait quoi? Elle est en train de chercher le bois de chauffe, elle est en train de chercher le charbon de bois pour faire du thé, pour faire ceci, pour faire cela. Les poids même de la responsabilité au sein des familles chez la femme ne la permet pas d'être autonome, ne la permet pas de se prendre en charge,
ne la permet pas de se développer, ne la permet pas non plus. Une forme de pesanteur qui la maintient au pied de l'échelle, au bas de l'échelle. Exactement. Même dans le milieu rural que dans le milieu urbain, je l'ai dit, je le répète. Parce que imaginez-vous une femme qui se réveille, qui s'est dit, ben, les enfants vont manger quoi? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ça. Première de choses, il n'y a pas non plus de l'eau, parce que même dans le milieu urbain, on vit cela. Il n'y a pas l'accès à l'eau potable. Et donc, du coup, elle doit faire des kilomètres, elle doit faire vraiment beaucoup de distances pour avoir l'accès à l'eau, à l'énergie. Et tout ce temps qui passe, l'homme est en train de se former, de s'auto-former, de suivre les conférences, d'accroître ses compétences. Et la femme est exclue. Et quand on parle de l'auto-exclusion, moi, je ne suis jamais d'accord avec l'auto-exclusion de la femme. Parce que je me dis, tout résulte de des conditions dans lesquelles la femme vit. La femme vit déjà dans une condition où elle est exclue automatiquement. Parce que le poids... Naturellement, elle est exclue. Les poids de la famille, les poids, la responsabilité même est portée sur la femme. La responsabilité de tout. L'accès aux ressources, l'accès à la terre, l'accès à l'eau, tout ça, c'est la femme. Et maintenant, il fallait renverser cette tendance, je parlerai en général, j'entre dans le domaine qui est le vôtre, le monde vert. Est-ce que les pays pollueurs aujourd'hui rétrocèdent suffisamment ou octroient suffisamment de financement aux communautés locales en général, et comment est-ce que ce financement est redistribué à la femme qui justement subit les impacts du changement climatique dans son quotidien? Aujourd'hui, il y a ce challenge entre pollueurs-payeurs, mais ce n'est pas vraiment à la hauteur de la pollution. Parce que avoir l'impact de ce qui amène ou apporte le changement climatique, les effets néfastes du changement climatique, et ce que les bailleurs ou bien les pays pollueurs apportent, oui. Ce n'est pas vraiment à la hauteur. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas vraiment de cohérence. Mais qu'est-ce que nous on fait? Dans ce que nous faisons, nous accompagnons les efforts du gouvernement congolais, parce que moi je suis de la société civile, nous accompagnons les efforts du gouvernement congolais à aider ces femmes dans les milieux ruraux à se prévaloir aussi dans le poste de décision, par exemple, lorsqu'il y a des activités au niveau de la communauté. Vous allez voir une femme auprès duquel vous apportez un message qui vous dit ce serait intéressant que ce soit mon mari, parce que moi, le temps de faire la réunion communautaire, je serais déjà dans la forêt en train de chercher un peu de produits agricoles pour les enfants. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On met l'homme dans le centre, on fait les focus groups, ce qu'on appelle les discussions en aparté avec les hommes, pour les expliquer. Aujourd'hui, c'est cette femme-là qui utilise la forêt. C'est cette femme qui utilise la terre du matin au soir. Elle connaît, elle a hérité de l'expérience de ses grands-parents, elle a hérité de l'expérience des ancêtres, parce que c'est déjà la femme depuis la nuit de temps qui utilise plus la forêt que les hommes. Et du coup, si on capitalise cette expérience, on capitalise les efforts de la femme, on peut lutter ensemble contre le changement climatique. C'est plus ressenti par des communautés qui dépendent vraiment des forêts avec l'agriculture. Or, la plupart de nos communautés ici en RDC dépendent de l'agriculture pour survivre. Donc, du coup, ce sont les premiers impactés. Ce sont les premiers impactés. Et vu que c'est la femme qui utilise plus les forêts et c'est elle qui est au premier plan, c'est elle qui est la plus impactée. Vous allez voir que même les circuits même de l'accompagnement, c'est très difficile. Nous avons du mal à trouver des financements, nous avons du mal à trouver vraiment de bailleurs qui nous accompagnent jusqu'à la fin pour accomplir notre tâche ou notre devoir. Parce que nous faisons ce que nous faisons, c'est aider les communautés à se développer, aider les communautés à s'épanouir en mettant la femme au centre. Parce qu'aujourd'hui, la question de la femme, on peut pas les nier, c'est partout. La femme est prise en considération. On veut amener cette femme-là à l'autonomisation, c'est même le thème. On veut amener cette femme-là à l'autonomisation, donc du coup, c'est notre travail. Mais dire que les financements vraiment accompagnent, je vais dire, c'est vraiment pas cohérent en termes d'impact et en termes d'accompagnement financier. C'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas vraiment match. Et donc là, on est en train de chuter. Madame Jennifer, aujourd'hui, pour parler un peu de vous, comment est-ce que vous êtes arrivée à tomber dans ce domaine qui autrefois était exclusivement réservé aux hommes, et ce sera aussi votre dernier mot pour cette tranche d'animation? Alors, je vais déjà encourager les femmes à intégrer ce domaine qui
fait voir les autres femmes à la lumière du monde parce que nous sommes au centre même de la vie. Les ressources naturelles, c'est la vie des communautés. Les ressources naturelles, c'est la vie des populations. Donc, nous sommes au centre. Moi, je suis arrivée comment? J'ai fait mon stage dans une agence de communication environnementale. Je suis tombée amoureuse du secteur et j'ai eu la chance de travailler avec de grandes personnes comme Alfred Toumba, qui est journaliste et président de Environews, que je salue. C'est lui qui m'a fait vraiment, qui m'a donné le goût de ces métiers. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas me limiter là. Au fur et à mesure qu'on faisait des reportages sur le terrain et des documentaires, j'ai voyé ces besoins-là. Parce que vous êtes journaliste à la base. Oui, parce que je suis journaliste à la base, merci de le rappeler. Donc, je voyais ces besoins-là de la femme d'être accompagnée. Je me suis dit, je ne vais pas rester juste là en train de montrer ou de filmer ce que font les autres, mais je dois être dans l'action. Je dois aussi apporter un plus pour accompagner cette femme. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la société civile avec deux projets, des foresteries communautaires, où je suis dans le processus, où nous accompagnons les communautés à se prendre en charge, à se développer en protégeant les ressources naturelles qui est leur vie. Parce que sans ça, la communauté ne peut pas se développer. Sans les forêts, la communauté ne peut pas aller de l'avant. Mais au-delà de ça, nous sensibilisons aussi au niveau des villes, dans les milieux urbains, pour sensibiliser cette femme à l'utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles, qui est la vie même de centre-ville, la vie des populations, même dans les milieux urbains. Merci beaucoup, Madame Jennifer Labarre. Vous avez compris que le thème de ce mois s'appesantit sur la problématique du changement climatique, d'où l'intervention de notre invité de ce matin. Tout de suite, le flash d'information avec Nathalie Yoko. L'actualité sur Télé 50 revient à chaque heure et je vous retrouve dans quelques instants pour une autre tranche, une autre rubrique, et ce sera avec le directeur général Jean-Marie Kassamba et qui nous parle des dessous des cartes. À tout de suite. Restez avec nous, la Minute Info, c'est tout de suite. Le monde célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits de la femme, l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte des luttes contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. C'est le thème retenu cette année en RDC. En Ituri, outre l'insécurité, des 24 cas d'infection respiratoire aiguë ont été répertoriés auprès des enfants. Certains parmi eux ont déjà développé l'asthme, une situation due à la vulnérabilité de la population face aux intempéries. Guerre en Ukraine, des cessez-le-feu locaux sont annoncés par Moscou ce mardi. Pendant ce temps, le président ukrainien accuse l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires comme convenu. Et puis en sport, football, 8e de finale, retour de la Ligue des champions de l'UEFA à suivre ce soir 2 matchs. Bayern face à Salzbourg. Liverpool vont découdre avec Inter de Milan sous le coup des 21h. Merci de nous avoir suivis partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 13h. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie d'Ami Dama Yombo pour la suite des 50. Bonjour. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.